Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore cette semaine sur Free Speech, votre rendez-vous hebdomadaire. Avec les réformes du système partisan, une quinzaine de partis politiques a vu le jour, parmi lesquels on peut citer le parti politique NFN. Attendez bien sûr, la nouvelle force nationale. Ce nouveau-né du paysage politique béninois s'active déjà sur le terrain en vue des législatives de 2023. Mais pour en savoir davantage sur ce parti politique, nous recevons pour vous l'une des responsables du parti et qui va nous dire davantage sur ce parti politique. Madame Lahami Sanata Elisabeth, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes trésorière générale du parti politique et la nouvelle force nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Alors, depuis un certain moment, on entend parler de ce parti politique, la nouvelle force nationale. Vous êtes là pour nous dire davantage sur ce parti politique. Si vous devez nous présenter ce parti politique, que diriez-vous, madame? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Comme vous l'aviez dit dans votre introduction, la nouvelle force nationale est un nouveau-né. C'est pratiquement le bébé des partis politiques. Et ce parti est né à l'issue d'un congrès constitutif tenu le 12 janvier 2019 à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et la nouvelle force nationale est un parti qui est ni de l'opposition, ni de la mouvance. Mais vous êtes centriste, c'est ça? Bon, nous n'aimons pas trop le mot centriste parce que quand on dit centriste, c'est comme si nous n'assumons pas. Nous sommes plutôt les non-alliés, on préfère ce terme. En quelque sorte, vous êtes indépendant? On est indépendant. On est indépendant et nous avons pour idéologie l'égalitarisme, c'est-à-dire notre idéologie est basée sur l'esprit de solidarité, l'amour du prochain, l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà un peu l'idéologie du parti. Et comme emblème, nous avons un aigle en position d'envol et de saisine. Pourquoi vous avez choisi l'emblème l'aigle? Bon, d'abord la position, je vais vous expliquer, la position de l'aigle exprime l'état des membres de ce parti qui sont prêts pour conquérir le pouvoir. Et pour nous, l'aigle symbolise la force, le courage et la détermination. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à adopter comme devise unité, détermination et développement. Alors aujourd'hui, vous venez de présenter de façon brève votre parti politique qui a vu le jour en 2019 à l'issue d'un congrès constitutif à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans le département de l'Atlantique. Alors quels sont les objectifs clés de ce parti politique-là? Ce parti politique est né, bien sûr, et il a certainement des objectifs. Forcément, monsieur le journaliste, comme tout parti politique, d'ailleurs, c'est l'objectif primordial de la nouvelle force nationale, c'est la conquête du pouvoir et l'animation de la vie politique. C'est l'objectif primordial. Mais pour atteindre cet objectif, il s'est assigné des objectifs spécifiques. Lesquels? Par exemple, œuvrer pour l'éducation des filles et des fils du pays en vue d'éveiller en eux le sentiment d'appartenir à une même nation. Mais aujourd'hui, quand on parle d'éducation, il y a le régime en place essaie de faire de son effort pour pouvoir amener tous les fils et toutes les filles à l'école, par exemple. Oui, absolument. C'est une contribution également. Nous voulons renforcer. D'accord. Nous voulons renforcer cette éducation-là. Nous voulons également œuvrer pour l'élimination de toute forme de discrimination liée à la religion, à l'ethnie, au sexe et toute autre forme de discrimination. Nous voulons également mettre au cœur du développement, c'est-à-dire devant toute action de la nouvelle force nationale, les jeunes,
pour le développement afin de mobiliser les ressources pour un partage équilibré. Autrement dit, votre parti politique aspire beaucoup plus à vouloir faire des jeunes des acteurs clés dans ce parti politique-là. Ce parti politique, absolument. Et nous sommes également des amoureux de la nature. Nous voulons protéger la nature. L'environnement. L'environnement. Il y a des actions que nous menons dans ce sens. Alors, au-delà de ces objectifs-là, c'est vrai que vous avez beaucoup d'objectifs, des objectifs notamment spécifiques, vous venez de citer quelques-uns. Aujourd'hui, quelles sont vos actions sur le terrain pour pouvoir atteindre ces objectifs-là que vous venez de citer? C'est vrai, vous avez parlé de la conquête du pouvoir, mais avant cette conquête du pouvoir, il y a des actions qu'il faut mener sur le terrain. Quelles sont ces actions-là concrètement? Oui, il y a assez d'actions que nous menons sur le terrain. D'abord, nous essayons d'étendre la nouvelle force nationale sur toute l'étendue du territoire national. En installant les instances du parti, par exemple les bureaux de coordination au niveau départemental, au niveau communal, des circonscriptions et au niveau communal, c'est-à-dire carrément à la base. En dehors de cela, on a lié des partenariats avec des agences de communication pour la visibilité de ce parti politique. Et il y a également des actions, je vous ai parlé de l'environnement. La nouvelle force nationale a déjà contribué au reboisement, par exemple dans la commune de Lokossa en 2021 et cette année dans la commune de Pomassé. On a mis sous terre plus de 500 000 plants de l'espèce Palu-TVA, quelque chose comme ça. Donc, en plus de ça, actuellement, je peux vous dire, ce qui fait l'actualité de la nouvelle force nationale, c'est la mobilisation des fonds. Oui, mobilisation des fonds. On va revenir sur cet aspect-là, notamment. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous menez également des actions, mais quels sont vos rapports avec les autres partis politiques? C'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de vous êtes ni de la mouvance, ni de l'opposition. Mais quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autres partis politiques? Bon, je dirais que nos rapports sont très bons avec les autres partis politiques. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes ensemble parce que je vous ai parlé de notre idéologie. Oui, vous avez une idéologie qui n'est pas forcément celle des autres. Les autres, celle des autres. Et donc, c'est sur ce point seulement qu'on ne s'entend pas. Mais on n'est pas des ennemis sur le terrain. Nous nous rencontrons au cours des formations et nous collaborons. Nous sommes en bon thème avec les partis politiques. Alors, l'un des objectifs clés, nous l'avions dit tout à l'heure, c'est les législatives de 2023. Ces législatives auxquelles vous pensez militer pour pouvoir se retrouver au Parlement pour la 9e législature. Mais avant, votre appréciation par rapport à la 8e législature qui vient de s'achever, l'appréciation du parti, la nouvelle force nationale. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur cette question. Au nom du parti, bien sûr. Au nom du parti, bien sûr. Vous savez que les parlementaires ont des missions constitutionnelles. Et au nom de ces missions, je peux citer la légifération, légiférer les lois. Voter les lois. Voter les lois, c'est la mission principale des parlementaires. Il y a aussi le contrôle des actions du gouvernement. Oui, je voulais me prononcer sur la première mission pour dire, au cours de leur mandat qui est pratiquement à terme, cette législature a quand même légiféré. Il y a eu un bon nombre de lois qui sont sorties, qui ont été légiférées par ce Parlement. Mais là où le problème se pose, c'est quel est l'impact que ces lois-là ont eu sur la population. Donc, vous pensez que ces lois-là, que ces députés, ces 83 députés ont voté, n'ont pas d'impact sur la population, c'est ça?
beaucoup de ces lois ont eu d'impact négatif sur la population. Et quelle loi, Il par y a exemple? eu des lois, je peux citer La loi par sur exemple, l'avortement. la loi sur l'avortement. C'est des lois qui ont été des lois polémiques, par exemple. Il y a des lois à polémique comme le code électoral. Donc, c'est là le véritable problème. Parce que la loi est faite pour réguler. Elle est faite pour gérer les situations, gérer la cité. Mais si elle doit créer encore des problèmes, quelle est son utilité? Donc, si nous passons à la deuxième mission constitutionnelle du Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et sur cette législature, nous ne l'avons pas vu trop sur cette question parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes des populations. Et si j'ai souvenance, il y a un contrôle qui s'est fait sur le domaine sanitaire, par exemple à l'hôpital de zone de Lokossa et également à l'hôpital de zone du Zou. Et pour ne citer que ceux-là seulement. Mais quand nous restons même dans le domaine sanitaire, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les députés devaient se servir. C'est comme si ces députés ont laissé l'urgence à côté pour se consacrer à autre chose. C'est ça, parce que c'est d'abord la vie. C'est parce que nous sommes en vie que nous faisons tout ça là. Donc, ça devait être une question primordiale pour les députés. Et si vous suivez l'actualité avec nous, ces questions-là reviennent souvent. Chaque fois. Il y a même la diaspora qui s'est prononcée tout récemment sur la question. Donc, à mon avis, sur le contrôle de l'action gouvernementale, nous aurons souhaité que les actions se multiplient du côté du Parlement des députés pour demander des comptes au gouvernement afin que la population se sente vraiment proche de leurs représentants. On vous aurait compris. Alors, votre regard sur la 8e législature, en quelque sorte, est mitigé. Bon, tantôt c'est bon, tantôt il reste encore à faire par rapport. Et raison pour laquelle vous militez aujourd'hui pour occuper la place également au Parlement de 2023 qui s'annonce. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui du parti politique pour les législatives de 2023? Vous allez là-bas pour occuper juste le Parlement ou bien vous avez des missions spécifiques à corriger au Parlement? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'aviez dit, l'enjeu, c'est d'aller aux élections. Et on l'a dit, nous sommes prêts pour exercer le pouvoir. Et quand je fais le bilan de la 8e législature qui est en train de finir, on a eu des griefs contre cette législative. C'est forcément qu'on a des choses à proposer. On a des choses à proposer. Et surtout, des choses concernant la jeunesse. La jeunesse, parce qu'on a l'impression que la jeunesse est un peu laissée pour compte. Et surtout les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes souffrant avec des handicapés. Et ça fait partie de nos préoccupations à la nouvelle force nationale. D'accord. Donc, vous allez surtout au Parlement pour pouvoir proposer peut-être des lois qui devraient être profitables à la jeunesse, aux personnes vulnérables et autres. D'accord. Madame, alors aujourd'hui, l'un des enjeux ou ce qu'il faut pour se retrouver aujourd'hui au Parlement, c'est la question des 10%. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes pratiquement le nouveau-né du paysage politique béninois. Voilà, même il y a des anciens partis politiques très féroces qui n'ont pas pu mobiliser les 10%. Ils ont des fiefs et pourtant ça n'a pas marché. Est-ce que vous, concrètement, aujourd'hui, vous pensez qu'en 2023, vous allez réunir 10% pour se retrouver au Parlement? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et à vrai dire, ce taux qu'il faut avoir avant de valider les sièges est un peu élevé. Et nous avons fait des formations, nous avons participé à des formations avec des partenaires étrangers avec qui on a
fait une étude comparative et sur le monde entier, c'est le Bénin qui a le plus fort taux. Et la moyenne, c'est 5%. 5%. Et je crois que c'est le Sénégal qui a ce taux-là de 5%. Donc, nous, on est d'accord que à la nouvelle force nationale que ce taux-là est très fort et ça peut être un frein aux ambitions des partis politiques. Néanmoins, ce taux ne nous effraie pas. Nous allons se tirer d'affaire. Comment? Parce que vous n'avez pas en quelque sorte une base aujourd'hui. La nouvelle force, vous venez... Nous y travaillons. Oui, vous y travaillez, mais lorsque nous prenons ce parti politique aujourd'hui... Oui. Et avant les législatives, nous pensons que nous y arriverons. D'accord. Madame, on va se donner rendez-vous donc en janvier 2023 pour voir si vous allez vraiment avoir ces 10% pour valider les sièges à l'Assemblée nationale. Alors, entre-temps, votre parti politique a posé quelques conditions, sinon a fait des propositions au gouvernement en vue d'une élection apaisée en 2023. Parmi ces propositions, votre parti politique a dit notamment qu'il faut une implication réelle de toutes les formations politiques dans le processus électoral. Le choix également des agents de vote par anticipation pour éviter à la dernière minute quelques couacs. Vous avez parlé également, vous avez fait la proposition qu'il faut vraiment une élection libre et transparente. De ces trois propositions-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le régime qui est en place est capable de respecter ces trois propositions-là avant que les législatives ne s'annoncent en 2023? Oui, le parti La Nouvelle Force Nationale est optimiste. Nous espérons vraiment que le régime en place va entendre le cri du cœur que nous lui avons lancé. Et pour l'illustrer par exemple, il y a eu des actions qui ont été engagées par le gouvernement. Lesquelles actions, par exemple? Il y a, par exemple, le dialogue avec le médiateur, qui a permis à tous les partis politiques d'exprimer leurs inquiétudes. Le dialogue auquel vous avez participé également. Qui a permis aux partis politiques d'exprimer leurs inquiétudes avant la tenue des élections. Et bien avant ça, il y a eu le rapprochement entre les anciens chefs de l'État avec l'actuel pour décrisper un peu l'atmosphère. Oui, la preuve, à force illustrative, la fois dernière, le chef de l'État a reçu l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, nous pensons, avec toutes ces actions, nous pensons que ça va porter les fruits et ça va apaiser effectivement l'atmosphère avant la tenue des élections. Alors, mais bien avant, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement a engagé certaines actions déjà qui peuvent donner peut-être satisfaction à vos différentes revendications. Cependant, l'implication de toutes les formations politiques dans le processus électoral. Le processus électoral aujourd'hui, tel que cela se présente, on note pas forcément les partis politiques dans ce processus électoral-là. Est-ce que vous ne créez pas une élection peut-être qui ne serait pas très transparente en 2023? Non, moi, pour ma part, je pense que c'est trop tôt de l'affirmer. C'est trop tôt de l'affirmer parce que jusque-là, rien ne le prédit. Rien ne le prédit. Les partis politiques sont en train de mener tranquillement leurs activités vers la tenue des élections. Je ne pense pas que pour le moment, il y ait des inquiétudes. Les inquiétudes qu'il y avait, c'est les conflits latents. Et c'est ces inquiétudes-là que nous avons soumis à la médiation et nous attendons le retour. Nous attendons, après les recommandations faites par les partis politiques, nous attendons de voir les décisions qui seront prises par le gouvernement. Alors, votre parti politique, le 21 mai dernier, a lancé une sorte de collecte de fonds en vue des législatives de 2023. C'est pratiquement la première au Bénin.
quand on prend les partis politiques, on croit que ces partis politiques ont de reins solides pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Mais paradoxalement, on a été surpris de voir que la nouvelle force nationale a lancé une sorte de collecte de fonds en vue des législatives de 2023. Est-ce que vous n'avez pas de fonds? Vous êtes engagé dans un long processus, dans une bataille féroce, mais c'est à quoi que vous n'avez pas de fonds avant de vous lancer dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut vous amener à lancer pareille collecte? C'est vrai, monsieur le journaliste. Et la collecte des fonds, c'est forcément une source de ressources. Oui. C'est une source de ressources. Mais cela ne veut pas dire que ça s'arrête à cela. Le fait de lancer la collecte est aussi une manière pour nous de nous rapprocher de notre population. C'est une manière de tisser un lien, une collection solide avec la population, avec nos membres. Avant, c'était seulement le vote qui nous liait avec la population, avec la base. Avec la base. Mais vous imaginez quelqu'un qui décide de vous accompagner, non seulement avec son vote, mais avec une contribution financière. C'est que d'abord la personne vous porte. Et il faut qu'il y ait le retour. Si la personne a eu confiance en vous et que par ses actions, vous avez pu le représenter là-bas, ce n'est pas à vous maintenant d'être ingrat envers cette personne. Donc, il y aura forcément le retour de ces représentants vers la population. Et c'est ce que nous souhaitons. Parce que c'est ce qu'on a constaté et qui n'existe pas depuis nos législatives. Quand nos représentants vont là-bas, ils oublient ceux qui les ont envoyés. Donc, c'est l'idée, l'objectif primordial de cette collecte, c'est-à-dire se rapprocher, voilà, se rapprocher de la base et tisser un lien plus ou moins solide avec cette base-là pour qu'ils puissent nous accompagner dans notre ambition. Mais dans la culture béninoise, c'est vrai que ça se passe dans d'autres pays, notamment les grandes démocraties comme les États-Unis, la France. Mais dans notre culture, dans notre mentalité au Bénin, quand on parle des législatives, c'est le parti politique qui descend pour peut-être gratifier la population. Souvent, on dénonce ça. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous venez de lancer comme collecte de fonds, est-ce que ça peut vraiment aboutir? Je suis d'accord que c'est l'argent qui dicte la loi au cours des élections. Et c'est effectivement une première. Disons une première à notre époque, mais quand nous nous sommes renseignés, on a appris que autant de nos aînés, autant c'est-à-dire très, très, très lointains. Au lendemain des indépendances. Voilà, des indépendances, cela se faisait. Et si nous, on s'est lancé dans cette aventure, c'est qu'on s'est dit, et comment on appelle, on s'est dit, c'est pas seulement on ne doit pas laisser tout le temps l'argent dicter sa loi. Et cette position, nous sommes référés aux réformes. Parce qu'actuellement, avec les lois qui sont votées, on est en train de réduire la charge, le poids de l'argent dans le processus électoral. Il y a eu même la création de la Cour des comptes qui est là pour contrôler le compte prévisionnel et le compte d'exécution des élections. Ce qui doit se faire au cours des élections, comment on doit dépenser et le seuil n'est pas dépassé. Donc nous, on s'est référé à ça. Au lieu de prendre ça comme un problème, nous, on en a fait une opportunité. Et la loi est là pour cadrer. Donc, en principe, ça ne devait pas poser de problème. Ça ne devait pas poser de problème, c'est vrai. Mais la réalité sur le terrain, vous allez en bataille avec d'autres partis politiques qui sont plus forts que vous, si on pouvait
le dit ainsi, qui vont dépenser sur le terrain. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un piège? Je continue de le dire, c'est la première fois, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est brusque et que en retour, vous pouvez avoir les conséquences négatives? Parce que lorsque vous allez sur le terrain et que c'est vous qui demandez, par exemple, à votre électeur de contribuer, au même moment, un autre parti politique vient pour donner de l'argent à cet électeur pour voter pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un piège qui pourrait retourner contre vous? Non, pas du tout, parce que déjà on sait que agir ainsi, c'est illégal, selon les tests. C'est illégal. Donc, même si les autres partis le font, ils ne peuvent pas s'exhiber, ne peuvent pas le faire allègrement. De façon officielle. Officielle, comme cela se faisait. Donc, déjà, cela nous rassure. En plus, tout le temps qu'on a procédé comme ça, et nous sommes en train de parler de la jeunesse, c'est la majorité dans le parti politique. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a tiré de ça? Qu'est-ce que les jeunes ont pu obtenir dans cette pratique-là? Et c'est pour ça qu'on se dit, il faut changer. Il ne suffit pas seulement d'aller prendre ce qui se donne le jour de la campagne. Et après la campagne, vous allez vivre de quoi? Donc, c'est une manière de nous préparer à l'avenir. Ne pas prendre les miettes et attendre encore la campagne prochaine. Si c'est de cette manière-là que la jeunesse doit vivre, c'est qu'on ne vivra pas. Donc, nous essayons de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser nos membres, nos militants à cela. Et avec ce qu'on a commencé, jusque-là, nous ne sommes pas encore déçus. Il y a des adhésions et ça nous rassure. Parlant d'adhésion, vous avez commencé le 21 mai passé. Bientôt, ça fera un mois. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment d'adhésion par rapport à ça? Absolument, il y a d'adhésion, mais tout de suite, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est contrôlé par un huissier et je crois que c'est par étape qu'il nous fait le point. Donc, on n'a pas encore fait le point et c'est suite à cela qu'on peut se prononcer pour voir depuis le lancement combien on a pu mobiliser. Donc, je pense que d'ici là, vous allez parler des électeurs qui vont vous accompagner par rapport à ça et communiquer par rapport à ça. Absolument. Merci, Madame Lahami Sanata Elisabeth. Le dernier aspect de notre émission, vous allez vous prononcer sur aujourd'hui, au nom de votre parti politique, sur la crise que nous traversons aujourd'hui, la cherté de la vie. Aujourd'hui, on a, qu'on le veuille ou non, certains politiciens qui sont en prison et tout. Votre regard au nom de ce parti politique, quelle est votre appréciation par rapport à ça? Je veux parler d'abord de la cherté de la vie où le gouvernement fait tout possible pour juguler ça et pourtant il y a des plaintes sur le terrain. Vous, en tant que parti politique, vous appréciez ça comment? C'est vrai, la vie sociopolitique n'est pas très reluisante au Bénin. Elle est tendue. Oui, elle est plus ou moins tendue. Plus ou moins. Plus ou moins. Ça montre vraiment que vous êtes au beau milieu, vous ne voulez pas prendre parti. Elle est plus ou moins tendue parce que si nous suivons l'actualité, d'abord au plan économique, il y a la crise. Il y a la crise. Mais franchement, il faut dire que cette crise-là, elle n'est pas béninoise. La crise est mondiale. Elle est mondiale. Nous le savons avec ce qui se passe, les guerres et tout ça. Nous savons que ce n'est pas propre au Bénin. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette crise est venue trouver une situation. Et c'est ça qui a empiré, qui a aggravé la situation. C'est quelle situation vous parlez? Oui, la situation, c'est que vous savez qu'à un moment donné, le Bénin a connu des réformes. Et ces réformes ont forcément agi sur l'économie du pays. Je veux parler par exemple de la suppression de certaines institutions, des services. Je veux parler par exemple des déguerpissements parce que l'économie béninoise est essentiellement, sinon, il y a une part de l'informel qui n'est pas négligeable. Donc forcément, ça agit. Et ça a pris un coup. Ça a pris un coup. Il y a par exemple
les tests, par exemple, quand on dit aux entreprises de se formaliser, or, je parle toujours de l'informel, c'est des gens qui faisaient le travail dans l'informel. Il faut des moyens pour formaliser son entreprise. Il faut des moyens. Donc, tout cela, à un moment donné, ont reçu un coup. Et c'est au moment de se relever, par exemple, ceux qui ont été cassés, ont pensé ou bien essayé de se reconvertir. Mais le temps de se reconvertir, la crise est venue. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se relever avant qu'un autre coup les assomme. Donc, c'est ce qui a endurci, nous, notre crise au niveau économique. Maintenant, parlant Et parlant au niveau économique, au niveau social, avant Oui. qu'on ne vienne sur le plan politique, Oui. est-ce que vous appréciez, vous êtes d'accord avec les différentes propositions, les différentes mesures ou les différentes solutions du gouvernement pour pouvoir juguler cette crise-là? Le gouvernement qui a, par exemple, mis sa main dans la caisse pour pouvoir financer, pour pouvoir subventionner certains produits. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode? Dans d'autres pays, par exemple, le Togo, le Sénégal, certaines choses sont exonérées, par exemple les factures d'électricité, d'eau et autres. Mais au Bénin, c'est beaucoup plus on a subventionné. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure mesure pour pouvoir juguler cette crise-là? Bon, moi, je dirais déjà que c'est un effort que le gouvernement a fait, mais l'effort est insuffisant. Et le Bénin, c'est un pays souverain. C'est un État souverain au même titre que les autres. Et ce n'est pas forcément ce qui a marché dans un pays qui va marcher au Bénin. Mais ce que nous proposons, c'est que nous voyons encore d'autres mesures pour alléger la peine des populations. Nous ne demandons pas forcément de copier les autres pays. Ce que les autres pays ont fait, nous on peut le faire et ça peut ne pas marcher. Nous savons, chaque pays a sa spécificité. Nous savons ce qui peut marcher chez nous. Et moi, j'invite le gouvernement à voir dans quelle mesure il peut multiplier ces actions-là pour alléger un tant soit peu la souffrance des bénévoles. Alors, madame, sur le plan de la politique? Oui, sur le plan de la politique. C'est également plus ou moins tendu. Oui, c'est plus ou moins tendu parce que vous savez on a connu des exilés politiques qui sont encore là. Il y a des prisonniers politiques qui sont pas, certains ne sont pas encore jugés. Et quand c'est comme ça, disons que c'est un conflit latent qui est là. C'est un conflit latent qui est là. Et vous savez que les élections, la période électorale, je vais dire, c'est-à-dire l'après les élections et la post, c'est des périodes susceptibles de conflit. Et s'il y a un conflit latent qui est là et que ce conflit-là n'est pas gelé, et quand on rentre dans la zone de turbulence, comme je l'ai cité, ça peut vite s'embraser. Et ça va devenir insupportable. Ça va devenir insupportable. Donc, c'est pourquoi je dis c'est plus ou moins tendu. Trouvons les moyens pour que le conflit latent ne soit pas un conflit ouvert au cours des élections. Et je pense que c'est dans ce sens-là que les actions se multiplient avec les dialogues. Si on peut intensifier ces actions pour que les actions puissent porter leurs fruits, par exemple, permettre aux exilés de rentrer et juger et libérer les prisonniers politiques, ça peut disperser un peu l'atmosphère avant la tenue des élections. Alors, vous êtes l'une des responsables de votre parti politique ou bien vous avez quelque chose encore à ajouter? Toujours sur la situation sociopolitique, je veux parler de la situation sécuritaire. Il y a la menace du terrorisme. Au nord surtout. Au nord, oui. Et moi, particulièrement, cette question ne me surprend pas. Cette situation ne me surprend pas parce que le terrorisme a quand même commencé, ça fait un moment. Si nous nous en tenons seulement à l'Afrique occidentale, c'est avec Boko Haram que ça a commencé au Nigeria. Et ça s'est radicalisé déjà en 2010. Et
il fallait, depuis ce temps-là, prendre des mesures pour se prévenir de ce fléau. Et en ce moment, j'ai eu l'occasion de faire une formation sur la gestion des conflits et mon thème a porté sur la prévention du terrorisme en République du Bénin et les pays voisins. Et dans mon mémoire, j'avais proposé la sécurisation de nos frontières. C'est ce que j'ai suggéré. Je dis, si le terrorisme doit rentrer au Bénin, c'est à travers nos frontières. Nos frontières. Et ça n'a pas raté, c'est ce qui s'est passé. Donc je me dis, nous avons beaucoup à faire autour de nos frontières pour éviter ce problème. Parce que quand vous voyez les pays dans lesquels le terrorisme frappe, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. C'est une situation vraiment très préoccupante. Pour ceux qui ont vécu ça, moi j'ai vécu au Nigeria, j'ai vu comment ça se passe. C'est de justesse que vous évitez ces fléaux-là. Donc, moi, je voudrais vraiment appeler le gouvernement et tous les acteurs qui peuvent vraiment faire quelque chose dans ce sens-là, à ne ménager aucun effort pour qu'on puisse barrer la voie au terrorisme. Sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, vous vous êtes prononcé sur ça. Un dernier aspect, c'est beaucoup plus lié à la femme, à la place de la femme. Depuis, c'est vrai que vous êtes l'une des responsables. Cela voudra dire que dans votre parti politique aujourd'hui, vous prônez également la gente féminine. Alors, si vous devez apprécier aujourd'hui la promotion de la femme au Bénin par le régime actuel, que direz-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et sur cette question, je voudrais vraiment remercier le gouvernement pour avoir, dans le code électoral, en son article, je crois, bien 144, taillé une part belle aux femmes pour les sièges, 24 sièges au réservé spécifiquement aux femmes. Aux femmes, exclusivement, c'est le mot utilisé dans le code, exclusivement réservé aux femmes. Et avec ce code-là et cet article, nous avons vu l'engouement des partenaires qui aident les femmes, qui, à travers les formations, le renforcement des capacités, pour que les femmes aient confiance, pour augmenter l'intérêt des femmes à participer à la vie politique. Et c'est ce dont nous avons besoin depuis longtemps. Parce que comme ça permet non seulement à la femme d'être visible, non seulement au plan politique, mais au plan professionnel. Parce que ça augmente l'intérêt de la femme à la participation de la chose publique. Sur cet aspect, moi, je remercie et je félicite. Et dans votre parti politique, absolument, quelle est la place occupée par la femme? Tout à l'heure, je l'ai dit, la NFL fait la promotion de la femme. C'est au cours de nos activités, par exemple, on a bénéficié d'une formation avec les partenaires pour le renforcement des capacités des femmes. Et la formation, ça fait à plusieurs endroits dans le pays, au nord, au centre et au sud. Donc, le parti soutient fortement ces réformes-là au profit de la femme. Madame Laramé Sanata Elisabeth, vous êtes trésorière générale du parti politique La Nouvelle Force Nationale. Votre mot de fin pour conclure cet entretien. Merci. Mon mot de fin ne serait-ce qu'un mot de remerciement d'abord à Speedline TV pour l'opportunité qu'il a donnée à la Nouvelle Force Nationale de se prononcer sur ces questions. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un parti bébé et nous devons se faire visible. Nous devons nous montrer, communiquer beaucoup pour se faire connaître. Et je voudrais revenir sur la situation
sociopolitique au Bénin. Parce que d'abord au niveau de l'atmosphère politique, la paix, sans la paix, on ne pourra rien. C'est dans un pays, une atmosphère pacifique qu'on peut prospérer, qu'on peut avoir le développement. Et sans cela, il sera vraiment difficile. Donc, j'exhorte vraiment le gouvernement et tous les acteurs qui peuvent intervenir dans ce sens à ne ménager aucun effort pour que on retrouve une situation de paix avant la tenue de ces élections, pour que les élections se passent vraiment dans de meilleures conditions. Et c'est en associant tout le monde, c'est-à-dire en donnant la liberté à tous les partis politiques de participer à ces élections et en libérant les prisonniers politiques, en laissant les exilés politiques rentrer dans leur pays, qu'on peut avoir cette situation d'accalmie, d'apaisement pour aller aux élections. Et vous jouez déjà votre partition au sein de la nouvelle force nationale. Merci Madame Lahami Sanata Elisabeth, trésorière de ce parti politique et de ce nouveau-né qui a promis rafler les 10%, valider les 10% pour valider le siège à l'Assemblée nationale pour les législatives de 2023. Alors, nous allons peut-être plus tard encore vous appeler pour d'autres questions d'actualité au nom de ce parti politique. Merci Madame et bon retour chez vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech qui a reçu pour vous Madame Lahami Sanata Elisabeth qui est la trésorière générale du parti politique La Nouvelle Force Nationale. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre rendez-vous Free Speech. À bientôt.